le paysan. Attends, il ne faut pas lui faire porter cette responsabilité. Je ne parle pas de Boundine à titre de personne, bien sûr. je parle du système. Le système a été, à mon avis, piégé par des concepteurs d'idées, des idéologues, et lesquels idéologues ont essayé de capitaliser un certain nombre de travaux académiques de l'époque. Tu parles de Bernice et des autres. Ça, c'est pour le côté industriel. Oui, Je parle du côté de agraire. Qu'est-ce qui s'est passé sur le côté agraire? Le côté agraire à l'époque, je ne sais pas si tu te souviens ou si tu as en tête l'évocation des grands symposiums et séminaires internationaux qui ont commencé à la fin des années 60 et qui vont courir sur les années 70. La sociologie est devenue une préoccupation majeure de la société algérienne, de la société académique algérienne. C'est en Algérie que se constitue la première association internationale des sociologues du tiers-monde. Et ce n'est pas peu dire. La sociologie commence à se tourner vers l'étude de la société rurale, dans la perspective de comprendre les mécanismes qui expliquent le retard et de dégager de ces mécanismes qui expliquent le retard les possibles reconversions qui pourraient amorcer un développement dans le secteur agricole. Peut-être le développement du secteur industriel, comment justifier les échecs du secteur agraire pour justifier par la suite leur choix industriel. Attends, restons pour les problèmes méthodologiques sur, d'abord, régler ce problème d'agriculture. On verra les applications sur le domaine industriel. Les gens qui ont dû conseiller à l'époque, Boumediene, de stabiliser le secteur agricole et de le développer, pensaient en termes khaldouniens. Je pense à Majid Cherif, mais Mziane, pardon, qui a fait une thèse remarquable sur la théorie économique chez Ibn Khaldoun. Probablement avec Majid Mziane, il y a eu également tous les gens qui ont travaillé à cette époque sur Ibn Khaldoun et qui ont essayé de comprendre la dynamique des mutations sociologiques que décrit Ibn Khaldoun dans la Muqaddima sur les trois secteurs. Le secteur de la bédouinité, le secteur de la ruralité et le secteur de la citadinité. Bon. Ce sont donc des choses qui étaient en discussion chez les académiciens algériens, qu'ils discutaient aussi entre eux, mais qu'ils discutaient avec des experts étrangers qui viennent faire des communications ou des recherches sur le Khaldoun. Or, on a essayé de faire comprendre aux Algériens qu'il y avait deux grands problèmes majeurs de la société traditionnelle. Le problème du nomadisme et le problème de l'agro-pastoralisme. Que le nomadisme, selon Ibn Khaldoun, auquel on revient, constituerait le secteur le plus radical de la tradition et le plus fermé au progrès. L'agro-pastoralisme constituerait une espèce de transition vers la citadinité. C'est-à-dire juste le milieu de... Le milieu. Voilà. Donc, laissons tomber les Bédouins, occupons-nous de l'agro-pastoralisme. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de recherches sur l'agro-pastoralisme et qu'il s'est créé une société qui s'appelle l'ARDES, Association de recherche des économies, etc. Et elle s'est beaucoup penchée sur le problème agro-pastoral. Donc, Boukhebza a fait un travail. Oui, Mohamed, oui, effectivement. Youssef Serti, il a travaillé sur le sujet. Il y a beaucoup de gens qui ont Ben Naoum, etc. Ils ont travaillé sur l'agro-pastoralisme dans la perspective de voir comment faire évoluer ce secteur, comment le mécaniser, mais en fixant les populations. Parce que si tu produis un cataclysme dans le secteur, il ne faut pas toucher au foncier, parce que si tu touches au foncier, tu provoques l'exode rural. Donc, en ne pas touchant au foncier, et la révolution agraire, il faut le reconnaître, elle n'a pas touché aux petites propriétés. Elle a touché les grandes propriétés ou elle a touché aux gens qui se sont sentis, pour une raison ou une autre, obligés de donner leur terre, soit pour plaire au prince, comme tu l'appelles, soit pour demander des contreparties. Et puis, il ne faut pas oublier que la nationalisation a pris de force.
beaucoup de terres chez des propriétaires terriens qui étaient considérés par le régime à partir de 62, le régime de Ben Bella, comme étant les néo-féodaux qui étaient la continuation de la colonisation, etc., par d'autres moyens. Bon, écoute, je sais, je connais tout ce discours, j'ai beaucoup étudié la question de la révolution agraire. Moi, je demande à voir. Parce que tout ça, ça reste du discours. Il faudrait voir de manière extrêmement précise qu'est-ce qui a été nationalisé. Qu'est-ce qui a été nationalisé? Parce que quand on parle de nationalisation, il s'agit de la récupération des biens qui ayant autrefois appartenu d'abord aux grands colons. Ce sont les terres de la colonisation. Ensuite, est-ce qu'il y a eu des Algériens qui ont été nationalisés? Oui. Il faudrait... Beaucoup d'Algériens ont été nationalisés. Ceux-là même qui étaient chassés de leur propre terre à l'époque coloniale et qui avaient, avec leurs propres moyens, pu racheter leur terre chez le colon. Chez le colon. C'est ce qui s'est passé. Parce que depuis le Senatus Consulte, tu connais l'histoire, il y avait une sorte de chasse contre, tous les propriétaires terriens, etc., etc. Et pour revenir à l'histoire, beaucoup de résistants, une certaine résistance à la colonisation est née à partir du Senatus Consulte, c'est-à-dire qui a spolié les Algériens, qui leur a pris leurs terres, etc., etc. Et puis, on n'a pas à revenir ici à l'histoire de Cheikh Mokrani et des autres. C'est sûr, c'est sûr. Le problème est de savoir quel est d'abord le volume, quelle est l'importance et le volume, qu'est-ce que ça représente comme potentialité de force politique oppositionnelle. Il faudrait savoir si cette question du foncier agricole n'a pas été à l'origine d'une mobilisation de gens qui ont pris prétexte des nationalisations et de la récupération des grands domaines de l'autogestion par l'État pour essayer de les reprendre à leur propre compte. C'est-à-dire une certaine naissance d'une nouvelle caste de propriétaires terriens. Fermiers généraux. De fermiers généraux. Donc il y a un peu de ça. D'autant plus qu'il y avait un modèle qui se donnait en modèle à l'époque et qui était du vivant de Boumediene et qui apparaissait comme quelqu'un proche de Boumediene mais en même temps lui tenant en tête. C'est Ahmed Boujrif. Ahmed Boujrif donné à l'époque comme étant un très grand latifondiaire qui régnait sur des territoires sans fin aux environs entre Djelfa, toute la région de Djelfa, Sara et la Rouat, etc., toute cette région, et qui avait transformé pratiquement toutes ces terres en véritables ranch infinis, etc. Donc il faudrait s'interroger pour savoir si derrière Ben Cherif ne se sont pas constitués des gens qui auraient été intéressés par des récupérations de terres à des fins multiples, pas seulement à des fins d'exploitation agricole, mais aussi à des fins de constitution de parcs ou à des fins de lotissement. Tout ça reste véritablement à faire comme... D'ailleurs, le dossier du foncier en Algérie, depuis l'époque ottomane jusqu'à nos jours, il reste un dossier tabou du domaine réservé parce qu'il renvoie à des puissances aussi bien financières, féodales que religieuses. Parce qu'à l'intérieur de la propriété, il y a également les habous, il y a les confréries religieuses, les propriétés, etc., etc., la récupération du pouvoir. Effectivement. Donc c'est pour ça que moi je disais tout à l'heure, il faudrait revoir les choses de plus près. Parce qu'on dit qu'il y a eu des gens qui ont été spoliés dans leurs terres, expropriés, etc. Quel était le statut des terres qui étaient directement gérées par les confréries maraboutiques? Est-ce qu'elles ont été touchées? Point d'interrogation. Les confréries maraboutiques n'ont pas disparu sur Boumediene. Il les a contenus, mais il ne les a pas complètement éradiqués. Bien plus, toutes celles qui se sont prêtées au jeu d'accompagner l'État ont été consolidées, encadrées y compris.
les autres ont eu maille à partir avec l'association des ulama ou tous les gens qui pouvaient leur tirer à bout portant. Moi, je te propose, Lardar, en termes méthodologiques, je te propose une autre démarche. Oui. Pour pouvoir comprendre les dessous de ce qui s'est passé par ailleurs à la période, donc à l'époque de Boumedienne, période des années 70, il y a des phénomènes qu'on ne peut comprendre qu'à partir de la fin de règne de Boumedienne, c'est-à-dire l'arrivée de Cheikh Ibn Jadid et l'instauration d'un autre type de système, d'une autre élite en matière de gouvernement et de gouvernance. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé à la fin, jusqu'à la fin donc de 78 et à la mort de Boumedienne. Une fois, nous allons discuter l'installation de Cheikh Ibn Jadid, l'ancien président Cheikh Ibn Jadid, à la tête d'un pouvoir théoriquement consensuel, mais dans les fondements, il était déjà très sujet à des conflits, à des luttes, à des tendances très lourdes en matière de choix, aussi bien politique, économique, stratégique que militaire pour le devenir de l'Algérie des années 80 et de celle des années 90. Si tu ne vois pas d'inconvénient, nous allons nous arrêter ici. Juste un mot, oui, pour un peu, parce qu'à chaque fois il est peut-être n'est pas inintéressant de matérialiser ou de concrétiser un certain nombre de choses par des figures emblématiques. Oui. La question du foncier agraire à l'époque de Boumedienne, la révolution agraire, c'est aussi l'affaire de Taïb El Arabi, qui est, à mon avis, un des organisateurs de la résistance à la politique de Boumedienne. Une résistance qui est allée en crescendo, jusqu'à l'implication de celui qui était très lié à Taïb El Arabi, qui était le ministre de l'Intérieur d'Agri, lequel était lié à un certain Draya. Oui, donc le régime sécuritaire, oui. Le régime sécuritaire, lequel était lié par les faits des affaires sécuritaires à des segments sombres du mal ayant des attaches probablement avec un certain Abdelaziz Bouteflika. Donc, déjà de l'époque. Déjà de l'époque, sachant que Medré lui-même a été assassiné, même si on dit qu'il s'est suicidé à l'époque. Mais malheureusement, avec une balle dans la nuque. Disons qu'il s'est suicidé avec 2 balles, parce que la BBC de l'époque, elle avait fait le commentaire, nous nous demandons comment qu'un individu, un citoyen, peut-il se suicider avec 2 balles. Et dans la nuque. Et dans la nuque. En voilà un cas un peu particulier sur l'histoire de l'assassinat politique en Algérie. Quelqu'un qui se suicide avec 2 balles et dans la nuque